Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce journal et au sommaire de ce mardi 3 mars, les dernières recommandations du gouvernement princier pour les ressortissants monégasques bloqués dans les pays du Moyen-Orient. Alors que le conflit se poursuit et que le trafic aérien fonctionne au ralenti, vous entendrez la ministre des Relations extérieures et de la coopération. Nous entrons dans le Mars bleu, le mois de sensibilisation au cancer colorectal, une tumeur qui touche encore de nombreuses personnes dès la cinquantaine mais qui se soigne très bien à condition de se faire dépister au plus tôt. Tous les conseils de notre invité, le docteur Bruno Taillant, dans un instant. Une nouvelle start-up dans le réseau de l'incubateur Monacotech, Seafurther, développe un matériau qui sera sans doute une révolution pour les secteurs de l'électronique et de l'énergie. Reportage à suivre. Et puis nous finirons la tête en bas. Rendez-vous à Europa Park à la fin de ce journal où le quartier de Monaco se refait une beauté. Nous avons pu visiter les coulisses du chantier, images à découvrir en avant-première. La guerre au Moyen-Orient se poursuit et le gouvernement princier se mobilise pour apporter les informations nécessaires à la sécurité des personnes bloquées dans la région. Hier soir, la ministre des Relations extérieures et de la coopération, Isabelle Béraud-Amadei, a tenu une conférence de presse dans laquelle elle a précisé que 15 monégasques et 53 résidents de la principauté, précisément, se trouvent actuellement à Dubaï, Abu Dhabi et Doha. Écoutez les détails et recommandations qu'elle a partagées. Nous comprenons parfaitement l'inquiétude que la situation génère. Notre message est clair, personne ne sera laissé seul. Nous sommes mobilisés et nous le resterons aussi longtemps que nécessaire. Nous avons pu recenser aujourd'hui 15 monégasques et 53 résidents de la principauté qui sont actuellement bloqués à Dubaï, à Abu Dhabi et à Doha. Tous sont en sécurité, que ce soit dans des hôtels ou dans des logements. Et à ce jour, nous recevons des nouvelles qui sont rassurantes. On étudie toutes les options qui permettraient à ceux qui le souhaitent de rentrer en principauté le plus rapidement possible. Mais ce qu'il faut bien souligner, c'est que la sécurité, leur sécurité, est pour nous une priorité absolue. Nous ne prendrons aucune décision qui pourrait exposer nos ressortissants. 2 mots d'ordre. Suivre les consignes de sécurité des autorités locales et ne pas annuler les vols, puisque les compagnies aériennes sont chargées de réacheminer, elles ont une obligation de réacheminement de leurs voyageurs. Donc surtout, n'annulez pas vos vols et attendez des nouvelles des compagnies aériennes. Si des monégasques sont dans la région et ne se sont pas encore fait connaître, qu'ils le fassent au numéro d'urgence qui est le suivant, 00 377 93 15 30 15. Donc ils peuvent nous contacter. Encore une fois, ce numéro d'urgence est ouvert 24 heures sur 24. Les résidents monégasques qui sont de nationalité étrangère, je les encourage à prendre contact avec leurs ambassades ou leur consulat sur place pour être également accompagnés. Pour les voyageurs dont l'itinéraire passerait sur ces régions, sur cette zone qui est concernée, nous leur recommandons de se rapprocher des compagnies aériennes pour voir s'ils peuvent trouver des itinéraires alternatifs qui sont sécurisés. Voilà, et nous continuons à suivre de près la situation et à vous informer en temps et en heure si vous nous regardez depuis les pays du Moyen-Orient. L'autre information institutionnelle concerne le nouveau directeur de cabinet du prince Albert II, Olivier Venden, a prêté serment hier après-midi devant son Altesse Sérénissime. La cérémonie s'est déroulée dans le salon des glaces du Palais Princier. Sa prise de fonction s'est donc officialisée aussitôt. Olivier Venden restera toutefois membre du conseil d'administration de la Fondation Prince Albert II, où il officiait depuis 2019 en tant que vice-président. Direction la gare de Monaco à présent, où pendant plusieurs semaines, des travaux sont effectués de nuit afin de régénérer le réseau ferroviaire dans le cadre du projet Haute Performance Marseille-Vintimille. La nuit dernière, une délégation monégasque composée notamment du ministre d'État Christophe Mirmand et de la ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme Céline Caron s'est rendue sur place pour visiter le chantier. Toutes les explications dans ce reportage signé Frédéric Elion et Sylvain Perromal. Ce n'est pas l'effervescence des heures de pointe, mais même la nuit, ça s'agite en gare de Monaco. Pas de voyageurs sur les quais, mais des ouvriers sur les voies pour un grand chantier de régénération du réseau.
Une délégation monégasque composée du ministre d'État, Christophe Mirman, de la ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme, Céline Caron-Daggioni, ainsi que du ministre de l'Intérieur, Lionel Beffre, s'est rendu sur site dans la nuit de lundi à mardi pour faire un point sur ce chantier. Ici, on est sur un chantier de remplacement de rails. C'est ce qu'on appelle du remplacement de rails industriel. L'objectif à terme, c'est de remplacer 20 km de rails. 2 fois 20 km de rails, puisqu'on a 2 fils de rails sur une voie. Ces travaux, ça représente à peu près pas loin de 14 millions d'euros. Il y a une cinquantaine d'ouvriers qui interviennent toutes les nuits, puisqu'en fait, ces travaux, on les réalise entre les trains. Et donc, en règle générale, on travaille entre 22h le soir et 5h le matin pour remplacer presque 1 km de rails par nuit. Plusieurs équipes se relaient pour des travaux de soudure. Ces grandes machines permettent, elles, de déboulonner, puis détacher et intervertir les rails. Ces travaux de rajeunissement du rail s'inscrivent dans un projet d'envergure, Haute Performance Marseille-Vintimille, qui prévoit également l'installation du système européen de gestion du trafic, l'ERTMS, une nouvelle signalisation digitale. C'est un grand saut technologique basé sur de la fibre optique et puis toute une série de capteurs qui vont permettre en temps réel de savoir où sont les trains et de pouvoir les guider de façon efficace. À l'intérieur des trains, il va y avoir des cadrans qui vont donner des indications de vitesse et de distance à parcourir aux conducteurs. Mais effectivement, ces informations seront liées à tous les capteurs que l'on va mettre dans les rails et qui, reliés au poste d'aiguillage, l'espèce de tour de contrôle de toute la ligne qui va être basée à Marseille, va effectivement pouvoir permettre au train de circuler et aux conducteurs donc de savoir où aller et à quelle vitesse. Grâce au système ERTMS, chaque train va pouvoir calculer sa propre distance de freinage. Sur la portion entre Nice et Monaco, les rames sont récentes, modernes et leur freinage est très efficace. Cela va donc permettre de faire circuler plus de trains en simultané. Objectif d'ici 2029-2030, passer d'un train toutes les 15 minutes à un toutes les 10 minutes entre Nice et Monaco, soit 6 TER par heure sur cette ligne. Et notez qu'en parallèle des travaux réalisés en gare de Monaco, d'autres opérations se sont déroulées sur le réseau la nuit dernière, notamment des travaux de confortement des parois rocheuses à Roquebrune-Cap-Martin, de régénération de caténaires à Antibes ou encore, là aussi, des travaux de renouvellement de rails à Vintimille. Je le disais en titre, le mois de mars qui vient de commencer est celui de la sensibilisation au cancer colorectal, deuxième cause de mortalité par cancer en France chez les plus de 50 ans. Pour prévenir et informer autour de cette tumeur, le gouvernement princier relance sa grande campagne de participation au Mars Bleu et le centre de dépistage de Monaco est évidemment mobilisé. Son directeur, le docteur Bruno Taillant, est en duplex avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci de votre présence sur Monaco Info ce soir pour évoquer ce grand sujet de santé. D'abord, pour bien comprendre de quoi on parle concrètement, qu'est-ce que le cancer colorectal? Comment se caractérise cette tumeur? Le cancer colorectal, c'est quand même la deuxième cause de cancer. On a à peu près 45 000 cas de nouveaux cancers en France, je parle en France bien sûr, par an, et 17 000 morts. Donc c'est un problème de santé publique, tant chez l'homme que chez la femme. Et puis surtout, c'est un cancer qui évolue très lentement. Et avant qu'il se manifeste, il est précédé par une longue période silencieuse. Et c'est dans cette période-là qu'il faut agir, qu'il faut dépister, afin de prévenir l'apparition de cette maladie, qui reste une maladie quand même dramatique au stade évolué, puisque tout venant, moins de 60% des gens sont en vie à 5 ans, moins de 15% des gens qui sont diagnostiqués au stade métastatique, alors que si on diagnostique ce cancer à une phase précoce, près de 90% des gens sont guéris. Donc d'où l'intérêt de cette prévention. Vous avez parlé des hommes et des femmes, il y a une différence là aussi dans les personnes atteintes? Il y a une différence. Les femmes sont un tout petit peu moins atteintes parce que les femmes, en fait, bénéficient beaucoup mieux du dépistage et les femmes sont beaucoup plus sérieuses dans leur prise en charge. Mais il y a deux types de prévention dans ce cancer. Il y a la prévention primaire qui repose sur nos modifications comportementales, sur les modifications habituelles dans tout cancer, mais la diététique avec les régimes sans fibres, à ne pas abuser de viande rouge ou de charcuterie, contrôler son poids, avoir une activité physique régulière et surtout ne pas fumer. Et la prévention secondaire qui repose essentiellement sur ce fameux test qu'on appelle le test FIT, c'est-à-dire un test immunologique qui à l'heure actuelle est extrêmement sensible, extrêmement spécifique et permet d'éviter un grand nombre de cancers.
Alors justement, on sait que le cancer colorectal peut se soigner dans 9 cas sur 10, mais l'essentiel est de se faire dépister suffisamment tôt. Expliquez-nous un peu plus en détail pourquoi. Si vous voulez, le cancer colorectal apparaît en règle générale après une longue période d'évolution de ce qu'on appelle le polype. Le polype est une lésion précancéreuse qui va évoluer de façon sans symptômes pendant une longue période, 5, 10, 15 ans. Et en fait, cette lésion précancéreuse, elle va saignoter et donc on va pouvoir mettre en évidence cette lésion en faisant simplement un test de recherche de sang dans les selles qu'on appelle le test FIT. Et en l'absence de facteurs de risque particuliers, en l'absence d'antécédents de maladies cancéreuses, en l'absence d'antécédents de maladies inflammatoires du tube digestif, comme la maladie de Crohn, ce test doit être fait entre 50 et 80 ans, tous les 2 ans. C'est un test qui est extrêmement spécifique, qui est extrêmement sensible. Et bien sûr, la positivité du test ne veut pas dire qu'on a un cancer. Mais la positivité du test va alors imposer une coloscopie qui va mettre en évidence un polype ou toute autre lésion. Et ces lésions, à un stade précoce, vont pouvoir être traitées soit par méthode endoscopique en direct, soit par méthode chirurgicale. Et si on se fait dépister un peu plus tard, justement, trop tard même, est-ce que le traitement est toujours possible ? C'est jamais trop tard pour se faire dépister, mais un dépistage régulier est le gage d'une prévention correcte. C'est-à-dire que si on se fait dépister trop tardivement, on a un risque que la maladie d'une maladie locale ait une évolution loco-régionale, voire métastatique. Et à ce moment-là, bien sûr, le traitement est beaucoup plus compliqué. Un diagnostic précoce de cancer colorectal, c'est 90% de guérison. Un diagnostic tardif, ça peut être moins de 15%. D'où l'intérêt d'un test. Surtout, c'est un test qui est gratuit, c'est un test qui est anodin. C'est un test qu'on fait tranquillement à la maison au moment où on le veut. Il suffit de le renvoyer par la poste, tout est prévu et on a le résultat en règle générale au bout d'une semaine à 14 jours. La médecine ne manque pas vraiment de moyens, mais l'essentiel, c'est vraiment d'axer sur la sensibilisation. C'est vraiment le message que vous souhaitez passer. C'est ça. On ne manque pas de moyens. Actuellement, le test de dépistage, c'est à peu près 30% de la population. Il faudrait qu'on arrive au moins à 60% de l'ensemble de la population pour avoir une efficacité significative dans la lutte contre ce fameux cancer. Ça fait 20 ans que la principauté s'engage justement sur cette question. Est-ce qu'il y a un moment clé de cette campagne de sensibilisation que vous aimeriez faire connaître au public ? Un dernier message peut-être à faire passer ? Que vous êtes bien informés puisque le Centre monégasque de dépistage fête ses 20 ans de dépistage dans le cancer colorectal. On a fait depuis 20 ans 26 000 dépistages, dont 850 positifs. Ça ne veut pas dire 850 cancers, ça veut dire 850 positifs. Et simplement faire passer au grand public que ce dépistage, il faut le faire. Votre médecin généraliste est compétent pour vous faire ce dépistage. Le Centre de monégasque de dépistage est ouvert tous les jours pour vous fournir le kit de dépistage. Et sincèrement, c'est un cancer vraiment, on n'a pas le droit de ne pas se faire dépister. Et c'est le message à retenir. Merci beaucoup, Dr Bruno Taillant, directeur du Centre de dépistage de Monaco, d'avoir répondu à nos questions ce soir sur notre antenne à l'occasion du début de la campagne Mars Bleu. Merci à vous. Une réunion internationale. Le réseau des jeunes parlementaires de l'Assemblée parlementaire de la francophonie s'est réuni pour la toute première fois à Monaco. À l'invitation du Conseil national, 16 représentants de cette entité créée en 2018 ont pris part à 2 jours de discussions et d'échanges autour de grandes questions de société, mais aussi, vous allez le voir, de questions d'actualité. Le résumé de Patricia Navarro sur les images d'Alexandra Paolini. Ils sont originaires des 4 coins du monde. Ils ont en commun la volonté d'agir, de s'engager, d'assumer des responsabilités politiques et ont en partage une même langue, le français. Ces jeunes élus membres de l'Assemblée parlementaire de la francophonie se réunissent très régulièrement autour de thématiques d'intérêt commun. Mais pour la première fois, c'est à Monaco qu'ils se sont retrouvés. Une réunion qui a permis de favoriser le dialogue interparlementaire. Ce réseau, il est important dans le cadre de la diplomatie parlementaire, du multilatéralisme. On sait aujourd'hui que le monde dans lequel on vit est un monde en plein déséquilibre des relations et donc pouvoir avoir, dans le cadre du parlementarisme, des relations multilatérales entre francophones, c'est très important. Et donc c'est aussi pour ça qu'on se rassemble, pour échanger, pour débattre, pour proposer ensuite à l'OIF, à l'APF, des résolutions sur des matières qui nous tiennent à cœur. On a parlé d'environnement, on a parlé de médias numériques, de réseaux sociaux, de protection de la jeunesse par rapport à ces écrans. Et donc c'est vraiment agréable de pouvoir constater que le français vit, que la réflexion politique en français se fait partout aux 4 coins du monde.
Une réunion qui aura permis également à Monaco de rappeler ses spécificités et ses combats. Je pense que c'est très important d'aller représenter notre pays à l'international pour expliquer ce qu'est Monaco réellement, notre pays, nos inspirations, le souhait aussi de notre population, le rôle aussi de notre prince souverain qui est extrêmement important. L'importance de l'organisation de ce réseau et de cette réunion en principauté, ça a permis aussi d'apporter un atout à notre principauté. Je donne un exemple, on a eu le Conseil national des jeunes et également des élus, des jeunes représentants de la mairie qui sont venus échanger avec les jeunes parlementaires. Il y a eu un débat sur, évidemment, la protection de la nature, mais aussi un débat sur l'exposition aux écrans et la protection que nous, en tant que parlementaires, on doit apporter pour les protéger et aider aussi les parents à les accompagner dans ces défis de demain, l'intelligence artificielle. Et moi également, en tant qu'élue, parfois je me déplace et je reviens avec des idées. Je donne un exemple du Rwanda avec sa gestion du plastique ou le Québec avec l'égalité homme-femme. C'est un enrichissement de tous les jours et je suis fière de l'avoir apporté en principauté. Et cette rencontre du réseau des jeunes parlementaires de l'APF n'est qu'une étape puisqu'elle s'inscrit dans une série d'échéances importantes pour la représentativité internationale de Monaco qui va assurer cette année la présidence du comité des ministres du Conseil de l'Europe. Monaco Tech accueille un nouveau membre dans son réseau fondé il y a 9 ans maintenant. Focus aujourd'hui sur SeaFurther. Cette start-up s'est spécialisée dans la production de graphène unique, biologiquement amélioré, un matériau qu'on dit révolutionnaire pour être 200 fois plus résistant que l'acier tout en étant extrêmement léger. Une véritable aubaine innovante pour les besoins de l'industrie du moment. Tous les détails de Fabien Bonilla avec Arnaud Humbert. SeaFurther est basé à Monaco Tech. C'est une start-up pionnière en matière de procédés industriels propres et durables concernant les matériaux carbonés. Cette start-up détient un brevet pour exploiter l'activité microbienne ciblée pour le dopage de l'oxyde de graphène. Cette technologie améliore les performances des piles à hydrogène, des batteries et des systèmes de stockage ou de conversion de l'énergie, tout en réduisant significativement le recours aux métaux rares. À SeaFurther, on a développé un procédé biologique qui permet de répliquer les performances des métaux rares en se basant sur un matériau à base de carbone qui est très abondant et très commun. Donc nous, on va prendre cette poudre, on va la mettre en contact avec des bactéries marines et cette interaction, elle va faire que, à la fin, la poudre qui va ressortir, elle va chimiquement ressembler aux métaux rares. L'idée, c'est de composer une batterie qui est une pile à hydrogène qui est plus écologique et moins chère. Les applications finales, elles peuvent varier. Aujourd'hui, on est plutôt impliqué dans l'automobile, en particulier avec les poids lourds, mais il y a d'autres applications comme des systèmes portables, donc ça peut être des sources d'énergie plus petites comme des téléphones ou des petits condensateurs, ou en aérospatial, équipés sur des satellites. Aujourd'hui, nous sommes en commercialisation depuis 1 an et demi à échelle R&D et propulsés cette année à échelle pré-industrielle avec un client. Nous espérons étendre du coup cette avancée avec au moins 4 autres clients dans l'année. La start-up SeaFurther a franchi une étape importante. Elle devient la première start-up accompagnée par Monaco Tech à être sélectionnée dans le cadre d'un appel à projet d'industrialisation soutenu par Horizon Europe, principal programme européen de financement de la recherche et de l'innovation, et porté par l'European Institute of Innovation and Technology. Cette distinction récompense plusieurs années de recherche et développement menées par SeaFurther. Nous avons participé l'année dernière et grâce à l'accord de la convention de collaboration qui existe entre la Principauté et Horizon Europe, on a été éligible et on a remporté le prix. Donc aujourd'hui, on est au début de ce projet. Nous avons déjà commencé à produire des premiers matériaux qui sont destinés à rentrer en échelle pré-industrielle avec les partenaires de ce projet. Et donc on a encore pour 2 ans, mais c'est une énorme opportunité. Donc on est très reconnaissant et très fiers d'avoir remporté ce projet. Cette reconnaissance s'inscrit dans la continuité de l'engagement du gouvernement en faveur du développement des startups et de l'innovation. Ce lundi, le prince Albert II s'est rendu à la frontière italienne pour visiter le musée préhistorique Badia Rossi, situé à quelques encablures de la principauté, sur le territoire de Vintimille. Un site chargé d'histoire qui a incarné au fil du temps un lien à la fois scientifique et patrimonial entre Monaco et la région Ligure. Christine da Petit-Homel et Lionel Bernardi étaient sur place. Accueilli par les autorités locales, le prince souverain a découvert en fin de journée, ce lundi, les 2 espaces qui composent le musée, un lieu situé en bord de mer à quelques pas de la frontière française. Le souverain a parcouru les salles consacrées aux sépultures, du Paléolithique supérieur à l'histoire des grandes campagnes de fouilles, mais aussi
aux vestiges les plus anciens issus de la grotte du Prince, propriété des Grimaldi située à l'ouest du cap de Garavan. C'est une histoire très ancienne parce que c'est déjà son hôtesse Albert Ier qui en 1882 a établi un accord avec l'ancien propriétaire de ce lieu. Il n'y avait pas le musée à ce moment-là et il a empêché que les travaux de carrière qui étaient ici détruisaient le dépôt des grottes préhistoriques du Paléolithique, donc très ancienne pour l'Italie du Nord et la France du Sud bien sûr, et aussi pour Monaco. La grotte des Grimaldi fait partie d'un complexe exceptionnel de cavités préhistoriques avec ses 34 mètres de profondeur et ses 23 mètres de dépôt archéologique. Elle est la grotte la plus profonde du site. Un lieu d'ailleurs régulièrement exploré par les équipes du musée d'anthropologie préhistorique de Monaco, mais peu connu encore du grand public. Les visiteurs du musée d'anthropologie la connaissent puisque nous pouvons voir tout le fruit des fouilles du musée d'anthropologie préhistorique qui vient régulièrement travailler sur ce site. Les équipes œuvrent, je dirais, quasiment au quotidien pour continuer à dévoiler tous les secrets de ce lieu qui est chargé d'histoire et qui est très lié à la principauté. Au fil des millénaires, la région a connu d'importantes variations climatiques, alternant périodes froides et périodes plus chaudes. Le niveau de la mer a fortement fluctué, transformant les paysages. Les différentes couches étudiées ont donc permis aux scientifiques de retracer près de 240 000 ans d'histoire de l'homme et de la Terre. On a retrouvé, grâce aux premières équipes, Léonce de Villeneuve, c'est le premier directeur du musée, il a réussi à fouiller en fait plein d'occupations moustériennes. C'est l'homme de Néandertal, il y a des outils, il y a des animaux qui ont été chassés, c'est entre à peu près, on va dire 90 000 ans jusqu'à 40 000 ans. Et grâce à Louis Barral et Suzanne Simone, eux ont trouvé plus anciens, ils ont retrouvé des occupations qui datent de 220 000 ans et ils ont même trouvé un reste humain de femmes, entre autres, bien sûr des outils aussi taillés et des animaux. Et nous continuons les recherches. On a modélisé par exemple récemment avec des collègues italiens cet os iliaque, on va dire ce morceau de bassin de femmes qui est extrêmement ancien en Europe. Et on fait nous des recherches en fait entre l'archéologie et l'environnement. En fait, la grotte sert de repère, si vous voulez, pour tous les changements climatiques depuis, on va dire, plus de 400 000 ans. Une visite qui illustrait donc une nouvelle fois l'engagement de la principauté pour la préservation et la valorisation d'un patrimoine préhistorique majeur, témoin des origines de l'humanité en Méditerranée. Prenons la direction de l'Allemagne, à Europa Park précisément. Vous savez que Monaco a son propre quartier dans le célèbre parc d'attractions, classé parmi les meilleurs du continent, avec ses 7 millions de visiteurs annuels. Alors ce n'est pas pour un tour de manège que je vous y emmène, mais parce que le quartier fait peau neuve en ce moment. Une équipe de Monaco Info a pu se glisser dans les coulisses des travaux en cours pour en constater l'avancement. Les images d'Hugo Comassa et Geneviève Berthy, commentées par Alban Gingembre. Construit autour d'une identité européenne, Europa Park propose une évasion dans 18 pays d'Europe à travers des quartiers plus vrais que nature. La nouveauté, le quartier Monaco, imaginé comme une file d'attente menant au Silver Star, attraction phare du site. Il offrira aux visiteurs une balade en principauté. Parmi les décors, une évocation du jardin exotique, la piste aux étoiles du Festival international du cirque, le musée océanographique, la place du Casino et son incontournable Café de Paris, et bien sûr le circuit de Monte-Carlo et toute l'histoire du Grand Prix. Ce sont de longs mois de travail aux côtés des équipes du parc et d'un comité de pilotage en principauté. Et nous avons vu évoluer la vision qu'avait le parc de ce quartier Monaco. Chacun a apporté ses idées. Les entités de Monaco que vous allez découvrir dans ce quartier ont chacune apporté leur identité, leur sensibilité. Ça a été beaucoup d'allers-retours, de comprendre la philosophie de chacun pour arriver bientôt à un résultat que nous devinons déjà extrêmement excitant. Le chantier de ces 1500 mètres carrés d'exposition est déjà bien avancé. Pour encore plus de réalisme, une combinaison de Charles Leclerc et des voitures de la collection du Prince Albert II aurait été prêtée pour le décor. Monaco va être notre 18e quartier européen. Je pense que Monaco est un des plus passionnants quartiers en Europe.
Donc nous, on est vraiment heureux et fiers de cette coopération avec la Principauté et on est impatients d'ouvrir le quartier fin mars 2026. C'est un choix important parce que l'Allemagne est un des principaux marchés de la Principauté. Les principaux marchés du parc sont l'Allemagne, la France, la Suisse, tous les trois dans le top 6 des visiteurs de la Principauté. Et c'est également essentiel de montrer que la Principauté est un pays moderne, d'amener ce qui fait la Principauté à nos visiteurs pour les inciter à venir la découvrir ensuite au bord de la Méditerranée. Rendez-vous le 28 mars entre le quartier français, grec et suisse pour vivre une expérience rouge et blanche, riche en souvenirs pour les visiteurs. Eux ont désormais plusieurs cordes à leur arc. Matinée musicale aujourd'hui pour les jeunes élèves de l'école Stella qui ont découvert des instruments à cordes en compagnie de musiciens et pas n'importe lesquels. 4 membres de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo leur ont rendu visite. Alexandra Pani et Alexandra Paolini étaient avec eux. Alto! Deux violons, un alto et un violoncelle, des instruments que l'on croise rarement dans une école maternelle. Ils ont pourtant fasciné les jeunes élèves lors de cet atelier découverte en compagnie des musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Le principe, c'est expliquer aux enfants, bien sûr, les noms de nos instruments, un peu comment ça marche, la musique, tout ça, et en plus les intéresser un peu. Parce que il faut dire qu'on fait ça déjà beaucoup des années, je pense plus que 10 ans déjà. Voilà. Et parmi ces enfants avec qui on a travaillé, je vois parfois des enfants qui commencent à faire la musique, qui sont inscrits à l'Académie de musique de Monaco. Donc vraiment, je peux dire que ça donne le résultat. Les musiciens sont très impliqués et sont allés jusqu'à créer des partitions spécifiques pour cet atelier. Une réussite lorsque l'on voit ces jeunes enfants captivés. Cet atelier s'inscrit dans le cadre d'un projet pédagogique d'activités culturelles liées au spectacle vivant, un module pertinent pour développer la culture musicale chez les plus petits. C'est vrai que les enfants ont eu la chance de pouvoir aller voir aussi l'opéra, de voir 2 répétitions et donc être éloignés aussi des musiciens de l'orchestre. Et là, ils ont la chance de pouvoir les voir à proximité devant eux, avec de découvrir les instruments. Ça fait travailler aussi également le langage. On a appris aujourd'hui les noms des instruments, les familles d'instruments. Ça apprend aussi l'attention, l'écoute. Développer l'écoute et aussi tout le vocabulaire qui a trait aux émotions, pouvoir écouter une musique, exprimer son ressenti. L'éveil musical dès le plus jeune âge est un véritable atout pour le développement cognitif des enfants et pourra susciter, pourquoi pas, de futures vocations. Et c'est sur cette note que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo du ciel et de l'eau, présentées par Alban Gingembre. On se quitte sur les photos de l'opération de remplacement des rails à la gare de Monaco, capturée hier par Manuel Vitali. Excellente soirée sur Monaco Info et à demain, 19h. Bonsoir à tous. Malgré des passages nuageux, parfois denses, dans la matinée, une amélioration est prévue dans l'après-midi. Le ciel se dégagera pour laisser passer les éclaircies. Attention toutefois au vent qui soufflera parfois jusqu'à 40 km/h. Les températures seront comprises entre 11 et 17 degrés. Le 4 mars, pensez à souhaiter une bonne fête au Casimir. Et puis comme chaque mardi, quelques mots avec la Société monégasque des eaux. Cette semaine, les sources de Monaco couvrent 50% de notre consommation, des chiffres qui doivent nous encourager à maintenir les bons gestes pour sauvegarder cette ressource.